Je voudrais dire que ce début de cette fin d'après-midi, nous sommes un peu divisés ou déchirés entre trois sentiments. Le premier serait la mélancolie, puisqu'aujourd'hui est la dernière des 4 conférences données par Carlo Ginzburg durant ce mois de mai à Paris, un mois dans lequel certains lundis se transforment en mardi, mais c'est avec tristesse que nous le verrons partir. Le deuxième sentiment, je pourrais dire, est l'impatience, puisque dans les 3 premières conférences, Carlo nous a confrontés soit à des phénomènes historiques qui sont caractérisés par une discontinuité, c'est-à-dire une présence, un effacement, une résurgence. Lecture de l'article de Marc Bloch sur le moulin à eau. Il y a 15 jours, l'analyse de la représentation du squelette dans la tradition occidentale et en particulier chrétienne, ou bien il nous a confrontés, comme la fois dernière, à des continuités de longue durée, on pourrait dire anthropologique, avec son analyse, comme on l'a ici, des visages divisés en deux, à la fois dans les cultures préhispaniques, dans le monde américain et dans l'iconographie occidentale. On est donc aujourd'hui impatient de connaître le dénouement de cette intrigue et la résolution de cette tension. Le troisième sentiment est la gratitude pour tout ce qu'il a apporté pendant ce mois. Cette gratitude prend une forme ritualisée au Collège de France, c'est-à-dire la remise d'une très lourde mais jolie médaille qui est à l'effigie de Guillaume Budet. Voilà. Merci. Remettons Budet, l'initiateur, l'inventeur d'un collège des 3 langues, latin, grec et hébreu, il est finalement devenu collège des lecteurs royaux en 1530. Alors, voilà les 3 sentiments qui nous habitent avant de t'entendre ce soir. Merci. C'est tout à fait réciproque, je crois. Dans cette 4e et dernière leçon, je me propose 2 objectifs, l'un rétrospectif et l'autre, disons, prospectif. D'une part, je voudrais éclairer le sens de la trajectoire que j'ai présentée dans les leçons précédentes. De l'autre, je voudrais expliciter quelques-unes des questions qui ont émergé au cours de cette recherche et que je voudrais partager avec vous. Je suis parti de la question de la longue durée, opposant à ces modèles rendus célèbres par Fernand Braudel un autre modèle, celui que j'ai cru percevoir dans l'essai consacré au moulin à eau par Marc Bloch. Je me suis inspiré de ce dernier en raison de ses caractéristiques clairement expérimentales, lié à la discontinuité temporelle entre les moments de l'invention et celui de la réception. Même si cette hypothèse, comme on a pu me le faire remarquer, semble incompatible avec les recherches plus récentes, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois Benoît Rossignol qui m'a communiqué ses critiques à ce sujet, je retiens que la richesse potentielle du modèle proposé par Bloch reste intacte, malgré ses réfutations d'un point de vue empirique, un thème sur lequel je reviendrai ensuite. Comme bien entendu, je n'ai jamais essayé d'opposer continuité et discontinuité en tant que telle. Une telle opposition me semble sans intérêt dès lors que l'histoire, dans une mesure variable, implique toujours l'une et l'autre. Je me suis en revanche proposé de faire émerger les potentialités des recherches ouvertes par l'écart temporel souligné par Bloch. Grâce à cette disjonction anomale, disais-je, comparable à une expérience provoquée en laboratoire, affleure la norme. Ici aussi, je suivais une trajectoire ouverte par Bloch. On se souvient en effet que
dans ses commentaires des travaux de François Simian, Bloch avait souligné que si l'expérimentation est accessible aux physiciens et aux biologistes, elle ne l'est pas aux historiens et aux sociologues. Mais dans les métiers d'historien, revenant sur la question après plusieurs décennies, Bloch observait que cette infériorité des sciences humaines par rapport aux sciences naturelles peut être partiellement contournée grâce à la comparaison. Je traduirai cette proposition en ce terme. La comparaison suspend de manière provisoire ou met entre parenthèses les caractères uniques et irrépétibles des phénomènes singuliers en analysant convergence et divergence dans une espèce d'expérimentation mentale, comme si l'expérimentation des physiciens ou des biologistes met aussi entre parenthèses le caractère irréversible de la succession temporelle, à moins de faire de ce caractère l'objet même de l'analyse. Comparaison soit, mais laquelle? Dans l'introduction à Les Rois thaumaturges, 1924, Bloch avait nettement distingué la comparaison ethnographique et la comparaison historique. La première ne connaît aucune limite ni de temps ni d'espace. Elle examine des phénomènes reliés à des sociétés qui se sont développées de manière indépendante, sans contact direct. La seconde affronte un contexte temporel et spatial spécifique, quoique vaste, et concerne des phénomènes reliés à des sociétés qui sont en contact, comme celle qui se trouve au centre des rois thaumaturges, la France et l'Angleterre entre le Moyen Âge et l'âge moderne. Dans ce cas, Bloch choisit la comparaison historique, écartant délibérément la comparaison ethnographique. Mais quel est le rapport entre la dichotomie dessinée par Bloch et les deux cas que j'ai examinés? Pour ce qui est du premier cas, il n'y a aucun doute. Pour analyser le thème de la représentation du squelette humain dans un contexte européen, dans un arc chronologique millénaire, entre Antiquité et XIIe siècle, j'ai utilisé une comparaison de type historique. Le second cas est moins évident. Ici, le même thème, la représentation du squelette, affleure au sein d'un contexte marqué d'une manière irréversible par la conquête espagnole, qui installa un rapport de domination coloniale entre des cultures et des sociétés qui s'étaient développées de manière indépendante. Dans ce second cas, le problème que je m'étais posé devait être affronté en recourant à une double comparaison, de type ethnographique d'abord, historique ensuite. Et cependant, ce cas hybride, un soi tout sauf inhabituel, indique une difficulté plus grande. Le risque de la contamination des données que nous avons vu émerger de l'analyse des cantares mexicanos existe aussi dans la comparaison ethnographique évoquée par Bloch, à partir de celui qui en était à ses yeux l'exemple même, James Fraser, un ethnographe, quand bien même il s'agirait d'un ethnographe de fauteuil, dont l'œuvre serait incompréhensible à l'extérieur du colonialisme de l'ère victorienne. Ces observations n'ont pas pour objectif de nier la pertinence de la distinction proposée par Bloch. Elles conduisent plutôt à signaler un élément partagé par les deux formes de comparaison, à savoir la possibilité de la contamination des données. La réflexion sur l'histoire comparée ouvre la voie à une réflexion sur les caractéristiques de la connaissance historique en tant que telle. Dans un essai qui paraîtra dans un volume de la Cambridge World History des publications imminentes,
j'ai essayé de justifier les ambitions généralisatrices de la micro-histoire en partant de réflexions de Bloch sur l'expérimentation. J'ai inséré la micro-histoire dans une trajectoire tout à la fois historique et théorique, dont j'indique ici les anneaux essentiels. Hobbes, Vico, Marx, Labriola, jusqu'au reenactment de Collingwood, qui fait aujourd'hui l'objet de discussions nombreuses et pour le moins ambiguës. Chaque année de cette chaîne hétérogène présuppose les anneaux précédents à travers des lectures documentées, qui sont toutes articulées sur le thème de l'expérimentation mentale comme clé de notre rapport au passé. Au terme de mon argumentation, j'ai essayé de reformuler une célèbre affirmation de Benedetto Croce, inspirée aussi, mais pas uniquement, par la lecture de la Scienza Nuova de Vico. Toute histoire, écrivait Croce, est histoire contemporaine. J'ai soutenu, toute proportion gardée, que toute histoire est histoire comparée, dès lors qu'elle implique toujours une comparaison entre deux perspectives, celle du présent et celle du passé, celle de l'observateur, les points de vue éthiques, et celle de l'observé, les points de vue émiques. À la lumière de cette conclusion que je présente sous forme condensée, sans en fournir les pièces justificatives, la micro-histoire, l'analyse intensive d'un cas choisi de manière arbitraire, peut être considérée comme une forme extrême d'expérimentation mentale. Le caractère délibérément artificiel de la perspective micro-historique constitue aussi sa richesse. Je le rappelle une fois encore, dans micro-histoire, le préfixe micro renvoie au microscope et donc à l'expérimentation, non pas aux dimensions véritables ou symboliques de l'objet analysé. L'expérimentation mentale présuppose un sujet qui le met en scène, la chercheuse ou le chercheur. Le risque de la contamination des données est l'autre face, la face négative d'une caractéristique qui appartient en propre à la connaissance historique, celle d'être une forme de located knowledge, à savoir une connaissance qui pose des questions formulées dans un contexte précis par un sujet doté de caractéristiques spécifiques, sexuelles, sociales, culturelles, etc. Les deux cas que j'ai choisis de manière arbitraire éclairent les implications du caractère artificiel qui s'attache à la perspective micro-historique. Ce qui les rapproche est l'entrelacement d'une donnée naturelle et d'une donnée culturelle, le squelette humain et sa représentation. La première donnée est un réquisit essentiel qui est la plupart du temps présupposé de manière tacite de l'histoire de l'espèce animale à laquelle nous appartenons. La seconde est une donnée contingente. L'apparition de la représentation du squelette sous des formes différentes et néanmoins comparables à l'intérieur de cultures et de sociétés non reliées entre elles peut sembler aller de soi parce qu'elle renvoie à un universel humain. On m'objectera, pas très difficile à expliquer, mais pas très intéressant non plus. C'est l'objection qu'on peut entrevoir derrière un bref écrit intitulé « Thèse sur la comparaison », inclus dans un remarquable recueil d'essais de Bruce Lincoln, professeur d'histoire des religions à l'Université de Chicago, intitulé « Dieu, démon, prêtre et chercheur ». Le thèse, souligne Bruce Lincoln, sont nées des discussions avec un autre historien de religion qui figure comme co-auteur, Cristiano Grottanelli, mort prématurément il y a quelques années. Dans une lettre datée du 7 juillet 1983 et reproduite à note, Grottanelli écrivait à Lincoln, et je cite, « Je suis content de constater
que tu acceptes l'existence des données généralement humaines, mais je ne crois pas, pour ma part, qu'il s'agisse des données banales ou sans intérêt. C'était là, évidemment, l'objection qui avait été avancée par Bruce Lincoln. Et Grottanelli continuait en poussant l'interlocuteur dans ses retranchements. Et je cite, « La prohibition de l'inceste est sans intérêt. La classification fondée sur l'opposition droite-gauche et les autres classifications symboliques binaires sont sans intérêt. Les problèmes de la pureté et de la contamination est sans intérêt. La liste pourrait continuer. Elle n'est pas infinie, parce que les problèmes et les données généralement humains ne sont pas si nombreux. Et naturellement, ils sont toujours résolus de manière différente par des sociétés différentes. Reconnaître l'existence des problèmes et des données généralement humains ne signifie pas que les sociétés et les cultures sont toutes fondamentalement identiques. Cela signifie seulement que pour étudier ce qui est spécifique, il faut partir de ce qui est général. C'est seulement quand on a compris ce qui est spécifique qu'on peut procéder à la spécification. Telle est la base implicite de la comparaison, parce s'il n'existait pas une ressemblance humaine générale, la comparaison entre problèmes et données humaines, en tout point dissemblables, serait impossible. Fin de citation. Derrière les questions rhétoriques formulées par Grottanelli, on aura reconnu en contre-jour les noms de quelques-uns des plus grands sociologues et anthropologues du XXe siècle, d'Émile Durkheim à Marcel Mauss, et Marcel Mauss à Robert Hertz, de Claude Lévi-Strauss à Mary Douglas. Bruce Lincoln n'a aucun doute sur l'importance de leurs recherches, mais dans les thèses sur la comparaison, il se propose de démontrer, à travers un case study, que les soi-disant universaux culturels sont le résultat des réactions similaires à des pressions sociales similaires. Je ne discuterai pas ici de la thèse de Lincoln. Je partirai en revanche des thèses de Grottanelli sur la pertinence, qui est évidente pour lui comme elle est évidente pour moi, des universaux culturels, pour signaler que les points de départ de deux cas que j'ai examinés, le squelette, ce déchet de l'histoire, se situe sur un plan différent bien plus radical, celui qui est relié à la perspective très longue de l'évolution dans laquelle s'inscrit l'histoire humaine. Je vais poursuivre la discussion de ma double expérimentation en partant de quelques pages que Franz Boas, dans son livre sur l'art primitif, publié à Oslo en 1927, a consacré à une des caractéristiques les plus évidentes de ce dernier, l'usage répandu des formes symétriques. Les causes de ce phénomène, observa Boas, sont difficiles à saisir, et je cite, « Les mouvements symétriques des bras et des mains sont déterminés par la physiologie. La droite et la gauche peuvent se mouvoir de manière symétrique, et les mouvements d'un même bras ou de deux bras sont souvent accomplis de manière rythmique et symétrique de droite à gauche et de gauche à droite. Je suis enclin à considérer cette donnée comme une détermination fondamentale d'une importance égale à la perception de la symétrie du corps humain et du corps des animaux, to the view of the symmetry of the human body and of that of animals. Peu importe que le dessin ait été exécuté de la main droite ou de la main gauche. Ce qui importe, en revanche, c'est que la sensation des mouvements de la droite et de la gauche ait pu porter au sens feeling de la symétrie. Fin de la citation. Sur l'importance de ces pages de Boas pour les réflexions de Lévi-Strauss, je reviendrai dans un instant. Il m'importe ici de souligner deux éléments. La première, c'est que les liens entre auto-perception et auto-représentation du corps humain et symétrie peut être étendu de l'art primitif
à l'activité symbolique en général. Deuxièmement, c'est que le langage psychophysiologique utilisé par Boas, sensation, feeling, peut être traduit sans difficulté dans un langage kantien, un Kant relu à travers Cassirer et ses continuateurs. L'autoreprésentation du corps est le schéma qui rend possible les classifications binaires qui constituent la grammaire fondamentale de l'anthropologie structurale, droite-gauche, haut-bas. Ces catégories présupposent la position debout, la symétrie et la perception de deux. Évidemment, tout cela ne doit pas être référé à l'individu isolé, à un individu isolé de l'espèce. Il me suffira de renvoyer ici à l'agacement exprimé à plusieurs reprises par Pierre Bourdieu à l'égard de la soi-disant opposition entre individu et société. L'autoreprésentation implique la reconnaissance réciproque, donc les groupes, la société. La symétrie est un thème très riche, partagé entre les sciences humaines et les sciences de la nature, un continent seulement partiellement exploré dont je m'y tiendrai éloigné. Je me limiterai à rappeler que je me suis longuement occupé de la signification symbolique de la symétrie et de sa violation dans un livre sur les sabbats des sorcières dont ces 4 conférences peuvent bien constituer, sans que je m'en sois aperçu tout de suite, un prolongement possible. Dans un chapitre consacré aux formes de la symétrie mythique et rituelle, j'écrivais ainsi. Je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance de la longueur de cette autocitation. Et je cite. De l'Afrique à la Sibérie, en passant par l'île de France médiévale, l'homme coupé en deux apparaît, comme les boiteux, les monosandales, etc., comme une figure intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts ou des esprits. On dirait qu'une contrainte d'ordre formel modèle les matériaux culturels les plus disparates, en les coulant dans un nombre relativement restreint des moules ordonnés préexistants. La diffusion transculturelle des mythes et des rites axés sur l'asymétrie déambulatoire a vraisemblablement sa racine psychologique dans cette perception élémentaire et minimale que l'espèce humaine a d'elle-même, de sa propre image corporelle. La notion d'archétype se trouve ainsi réformulée de manière radicale parce que solidement ancrée au corps, plus précisément à son autoreprésentation. On peut envisager que ceci opère comme un schème, comme une instance médiatrice des caractères formels qui serait en mesure de réélaborer une expérience liée aux caractéristiques physiques de l'espèce humaine, en les traduisant en des configurations symboliques potentiellement universelles. Poser les problèmes en ces termes nous évitera l'erreur dans laquelle, nous l'avons vu, tombent habituellement les chercheurs d'archétypes, celui d'isoler des symboles spécifiques plus ou moins répandus en les prenant pour des universels culturels, entre guillemets. L'enquête que nous menons a montré que l'élément universel n'est pas représenté par les unités individuelles, les boiteux, les hommes coupés en deux, les monosandales, mais par la série, par définition ouverte qui les inclut, ou, de façon plus précise, non par les caractères concrets du symbole, mais par l'activité catégorielle qui réélabore sous forme symbolique les expériences concrètes, corporelles. Parmi ces dernières, il faudra inclure également, et même surtout, l'expérience corporelle de degré zéro, la mort. Fin de citation. Aujourd'hui, je peux commenter cette dernière phrase en ajoutant à la série des figures asymétriques à laquelle je faisais alors allusion, d'Oedipe à Cendrillon, quelques images que j'ai présentées au cours de ma dernière leçon. Les deux masques de Tlatilco et Soyaltepec, la petite statue
de la femme enceinte à demi squelettique. La dame poudrée, représentée comme un memento mori, exécuté par un peintre inconnu du XVIIIe siècle. Loin de moi l'idée de sous-évaluer la différence qui sépare le dernier cas des trois premiers. Mais ce qu'il m'importe de souligner, c'est que dans chacun de ces cas, la symétrie est le schéma qui permet de représenter, à travers l'opposition entre droite et gauche, l'opposition entre vie et mort, entre passé et présent et peut-être futur. C'est de là, de ces oppositions élémentaires qui sont attestées dans la phase initiale du développement individuel, qu'étaient partis Durkheim et Mauss, dans leur essai fondamental de quelques formes de classification, contribution à l'étude des représentations collectives, 1903. Et je cite, « La conscience n'est alors qu'un flot continu des représentations qui se perdent les unes dans les autres, et quand des distinctions commencent à apparaître, elles sont toutes fragmentaires. Ceci est à droite et ceci est à gauche, ceci est du passé, ceci du présent, ceci rassemble à cela, ceci accompagne cela. Voilà à peu près tout ce que pourrait produire même l'esprit de l'adulte si l'éducation ne venait lui inculquer des manières de penser qu'il n'aurait jamais pu instaurer par ses seules forces et qui sont les fruits de tous les développements historiques. On voit toute la distance qu'il y a entre ces distinctions et ces groupements rudimentaires et ce qui constitue vraiment une classification. Fin de citation. Les pages de Durkheim et Mauss sur la classification eurent un lecteur d'une très grande finesse, Robert Hertz. La référence à son grand essai « La prééminence de la main droite, étude sur la polarité religieuse 1909 » devient inévitable du moment où nous nous apercevons que dans les images que j'ai présentées, le côté du squelette, du non-vivant et le côté gauche. Du point de vue de celui qui regarde, le côté droit. Voici les propos de Hertz. Et je cite. « Si, dans le monde de Dieu et des vivants, la main gauche est au nid et est humiliée, elle a son domaine où elle est maîtresse et d'où la droite est exclue. Mais c'est un domaine ténébreux et malfamé. Sa puissance a toujours quelque chose d'occulte et d'illégitime. Elle inspire la terreur et la répulsion. Ses mouvements sont suspects. On veut qu'elle reste tranquille et discrète, cachée, s'il se peut, sous les plis du vêtement. Comme les gens en deuil, qu'enveloppe la mort, doivent se couvrir d'un voile, négliger leur corps, laisser pousser leurs cheveux et leurs ongles. De même, il serait déplacé de prendre trop soin de la mauvaise main. On ne coupe pas ses ongles, on la lave moins que l'autre. Ainsi, la croyance en la disparité profonde de deux mains va parfois jusqu'à produire une asymétrie corporelle apparente et visible. » Fin de la citation. Mais cette dernière observation peut être renversée. Une asymétrie corporelle susceptible d'impliquer non seulement la main, mais le corps tout entier, ou par synecdoque, les deux côtés du crâne, peut être utilisée pour exprimer une opposition symbolique radicale, celle de la vie et de la mort. Et pourtant, le côté gauche du point de vue de l'image est pour celui qui observe le côté droit. Une asymétrie perceptive et cognitive qui reproduit la différence entre émique et éthique, entre le point de vue de l'acteur et le point de vue de l'observateur. La métaphore du miroir est souvent comprise et rejetée, c'est déjà arrivé aussi à celui qui vous parle, sans tenir compte de cette asymétrie qui est au centre de tout rapport interpersonnel, quel qu'il soit. Un nœud qu'il n'est pas facile de défaire.
Des observations aussi générales pourront sembler à certains incompatibles avec les métiers d'historien, limitées à un point de vue spécifique et un contexte spécifique. Je répondrai en faisant intervenir celui qui a été pour moi, pendant tant d'années, l'avocat du diable, l'interlocuteur métaphorique qui me mettait constamment en difficulté avec ses questions et ses objections. Claude Lévi-Strauss. Dans un essai intitulé « Les dédoublements de la représentation dans les arts de l'Asie et de l'Amérique », paru en 1944-45 dans Renaissance, revue trimestrielle de l'École libre des hautes études à New York, et republié par la suite dans Anthropologie structurale, Lévi-Strauss analysait un aspect de l'expérience ethnographique qu'il avait faite 10 ans auparavant parmi les Caduveo, une population indigène, réduite aujourd'hui à moins de 2000 individus, qui vit dans l'État brésilien de Mato Grosso do Sul. L'objet de ces réflexions étaient les richissimes peintures, pour l'essentiel faciales, des femmes Caduveo, attestées à la fin du XIXe siècle par un peintre ethnographe italien, Guido Boggiani, et retrouvées par la suite telles quelles par Lévi-Strauss 40 années plus tard. Ces peintures faciales exercèrent sur Lévi-Strauss une impression durable, qu'atteste le fait qu'il ait consacré 3 écrits différents au même thème. Le premier paru en 1942 dans une petite revue surréaliste dirigée par André Breton. Le deuxième est l'essai déjà cité sur les dédoublements. Le troisième est un chapitre des Tristes tropiques. Ce texte diffère par leur longueur et la perspective qu'ils adoptent. Dans l'essai sur les dédoublements, Lévi-Strauss relut les peintures faciales des femmes Caduveo à travers les filtres de pages de Franz Boas sur la symétrie dans l'art primitif. Il y abandonnait tacitement, ces deux intérêts significatifs, le lien entre symétrie et organisation corporelle proposée par Boas. La réflexion de Lévi-Strauss prit alors 2 directions différentes. D'un côté, déchiffrer, à travers le jeu de la symétrie et de la asymétrie, le lien possible entre les peintures faciales féminines et l'organisation sociale des Caduveo. De l'autre, insérer ces peintures dans une comparaison extrêmement vaste, fondée sur les split representations, représentations dédoublées, que Boas avait identifiées à propos des sculptures des populations de la côte nord-ouest américaine et que Lévi-Strauss retrouvait aussi dans les sculptures maoris et les sculptures de la Chine ancienne. Comment interpréter de telles analogies? S'agit-il d'un gigantesque phénomène de diffusion? Sur ces points, Lévi-Strauss formula une considération d'ordre général, et je cite: « Même si les reconstructions les plus ambitieuses de l'école diffusionniste étaient vérifiées, il y aurait encore un problème essentiel qui se poserait et qui ne relève pas de l'histoire. Pourquoi un trait culturel emprunté ou diffusé à travers une longue période historique s'est-il maintenu intact? Car la stabilité n'est pas moins mystérieuse que les changements. Des connexions externes peuvent expliquer la transmission, mais seules des connexions internes peuvent rendre compte de la persistance. Il y a là 2 ordres de problèmes entièrement différents, et s'attacher à l'un ne préjuge en rien de la solution qui doit être apportée à l'autre. » Fin de la citation. Le parcours intellectuel de Lévi-Strauss fut marqué par des interventions répétées, plus ou moins polémiques, consacrées au rapport entre anthropologie et histoire. Dans le passage que je viens de citer, le cible n'est pas tant la recherche historique en tant que telle qu'une de ses variantes, l'école diffusionniste. Mais ce qui importe ici, c'est l'affirmation qui veut trouver dans la persistance d'un trait culturel dans la longue période historique un problème
qui ne relèvent pas de l'histoire, car la stabilité n'est pas moins mystérieuse que les changements. Quand Lévi-Strauss écrivit cette phrase, Braudel n'avait pas encore discuté sa thèse sur la Méditerranée. Il me semble aujourd'hui difficile de ne pas la référer, au prix d'un coup de force anachronique, à toutes les recherches dans lesquelles la longue durée semble aller de soi plutôt que d'être soumise à une analyse. Il y a de nombreuses années, dans mon livre sur les sabbats des sorcières, j'ai cité les passages de Lévi-Strauss que je viens de lire. Il m'avait semblé qu'il renfermait un défi de très haut niveau auquel les historiens devaient répondre. Se limiter aux reconstructions externes ne suffisait plus. Il fallait analyser aussi les articulations internes et surtout les rapports qu'elles pouvaient entretenir les unes avec les autres. La réponse que j'ai tenté de construire dans mon livre sur les sabbats consistait à entrelacer morphologie et histoire, en tenant compte des interprétations fort originales de la pensée morphologique de Goethe, proposées à partir de points de vue très différents par Vladimir Propp et Ludwig Wittgenstein. Ce qui m'attirait dans la morphologie, c'était sa perspective résolument anhistorique, étudier les formes et leur rapport au-delà de l'espace et du temps. Mais c'était seulement le premier pas, je dirais aujourd'hui les débuts de l'expérimentation. Les pas suivants consistaient à tenter de traduire dans une perspective historique les données que j'avais rassemblées dans une perspective morphologique, donc aspatiale et atemporelle. En citant les passages de Lévi-Strauss, je voulais souligner la distance qui m'est séparée des constructions diffusionnistes. Cela n'a pas empêché des chercheurs de premier plan, comme Bruce Lincoln et Cristiano Grottanelli, les deux auteurs des thèses sur la comparaison auxquelles j'ai déjà fait allusion, de critiquer mon livre sur les sabbats sous le prétexte qu'il aurait transformé de manière indue des analogies formelles en rapports génétiques. En vérité, ma tentative dans cette direction avait été très prudente, comme le signalaient les titres de la section du livre consacrée à ce thème. Conjecture euro-asiatique. Mais la signification stratégique que j'avais attribuée au croisement entre morphologie et histoire fut généralement mal comprise. Les deux études de cas que j'ai présentées devant vous reprennent la discussion avec Lévi-Strauss d'un autre point de vue. Cette fois-ci, je n'ai pas essayé de proposer, fût-ce même de manière conjecturale, des relations génétiques. Mon objectif était plutôt de chercher à comprendre les connexions internes qui peuvent rendre compte de la persistance. Le squelette, pourrais-je dire, en paraphrasant Lévi-Strauss, est bon à penser. Des connexions internes d'ordre formel agissent aussi quand la persistance s'interrompt pour faire retour ensuite, comme dans le cas de la représentation du squelette dans l'Europe occidentale entre Antiquité et Moyen-Âge. Dans le cas de la représentation du squelette en milieu méso-amérindien, nous nous trouvons en revanche face à une connexion interne, plus précisément face au cas d'une imposition culturelle provenant de l'extérieur, fruit de la domination coloniale. Mais ici aussi, le retour des squelettes constitue une reformulation pourvue d'une nouvelle signification d'une persistance précédente, interrompue par l'invasion espagnole. Il y eut bien, sans le moindre doute, une diffusion imposée, mais les indigènes ont réactivé sémantiquement les squelettes chrétiens à la lueur d'une tradition préexistante, la leur. J'ai utilisé le terme diffusion qui ne doit pas être confondu avec celui de diffusionnisme. Le premier terme renvoie à un fait qui doit être vérifié à chaque fois. Le second a une théorie tout à la fois grossière et inadéquate. Des connexions externes peuvent expliquer la transmission, a écrit Lévi-Strauss. Mais peut-être faudrait-il, dans le cas de la transmission culturelle aussi,
Aussi tenir compte des connexions internes, en postulant une interaction entre forme et contenu, entre texte au sens large et contexte. Mais que peut bien vouloir dire ici le terme forme? J'essaierai de répondre en citant la parable qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu 9, 17. Et je cite: « On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met les vins nouveaux dans des outres neuves et les outres se conservent. » Fin de citation. Une déclaration programmatique éloquente, mais qui correspond rarement à la façon dont les nouveautés se trouvent transmises. Même la nouveauté des évangiles est souvent renfermée dans des passages d'Isaïe et des psaumes, présentés comme des prophéties réalisées. La comparaison nous fait voir que bien souvent le vin nouveau voyage avec des vieilles outres. Les formes résistent plus longtemps. Et les modèles aussi peuvent survivre à la réfutation de leur base empirique, comme j'ai pu le dire à propos de l'hypothèse de Marc Bloch sur le moulin à eau et sur sa diffusion. Entre l'outil et l'outillage mental, il y a, de ce point de vue, une convergence. Et pourtant, je me garderais bien de proposer des généralisations trop faciles. Le rapport entre la nouveauté, sur quelque terrain que ce soit, et comparaison est un rapport complexe, comme le montre l'autre grand essai de Robert Hertz, Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort, 1903. Dans cet essai, comme on le sait, Hertz soutenait que la mort, du point de vue social, n'est pas un événement ponctuel, mais un processus marqué, selon les cultures, par des rites funèbres, comme la double sépulture. Le mort se trouve expulsé de la société des vivants, mais, et je cite, « Une société saine ne peut admettre qu'un individu qui a fait partie de sa propre substance, sur lequel elle a imprimé sa marque, soit perdu pour toujours. Le dernier mot doit rester à la vie. Sous des formes diverses, le défunt sortira des affres de la mort pour rentrer dans la paix de la communion humaine. Cette délivrance, cette réintégration constitue l'un des actes plus solennels de la vie collective dans les sociétés moins avancées que nous puissions attendre. Et quand, plus près de nous, l'Église chrétienne garantit à ceux qui sont pleinement entrés en elle la résurrection et la vie, elle ne fait que formuler, en la rajeunissant, la promesse que toute société religieuse fait implicitement à ses membres. Seulement, ce qui a été l'œuvre de la collectivité elle-même, agissant par des rites adaptés, devient l'attribut d'une personne divine, d'un sauveur qui, par sa mort-sacrifice, a triomphé de la mort et en a libéré ses fidèles. La résurrection, au lieu d'être l'effet d'une cérémonie déterminée, est un effet de la grâce de Dieu, ajourné à un temps indéfini. Ainsi, à chaque moment que nous nous placions de l'évolution religieuse, à la notion de mort se lie celle d'une résurrection. À l'exclusion succède une intégration nouvelle. Fin de citation. Ici, comme on peut le voir, la nouveauté du christianisme n'est pas passée sous silence, mais elle se trouve comme atténuée par l'insertion dans une perspective très ample qui embrasse toute société religieuse. La majuscule des sociétés est éloquente. Comparaison et laïcité ne font qu'un. Le détachement critique de Hertz est admirable. Et pourtant, quelque chose manque. Un point de vue aussi distancé empêche de comprendre les luttes et les affrontements sanguinaires engendrés par les religions, le monde d'hier et celui d'aujourd'hui. Et même les sarcasmes de saint Paul, « Mort, où est ta victoire ?» échappera toujours à une perspective occupée tout entière à souligner les convergences, les éléments communs à toute société religieuse, ignorant, comme dans cette page, placée presque à la conclusion de l'essai, les points de vue des auteurs.
des acteurs. Dans la documentation que je vous ai présentée, le point de vue des acteurs est souvent absent et par conséquent, il doit être lu de manière plus ou moins métaphorique entre les lignes. Et pourtant, il fallut un nombre infini d'acteurs, souvent anonymes, pour transformer un objet allant apparemment de soi comme le squelette humain en une image problématique et parfois violemment polémique. De l'Europe antique à l'Europe médiévale, du Mexique précolonial au Mexique colonial, les images du squelette humain persistent dans la longue durée, mais seulement en apparence. Plus c'est la même chose, plus ça change. Arrivé à ces points, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer rapidement un texte célèbre que mon ami Roger Chartier connaît mieux que moi et sur lequel il s'est penché récemment. Le récit très bref de Borges, intitulé « Pierre Menard, auteur du Quichotte ». Comme tout le monde se le rappelle, ce texte se présente comme la notice nécrologique d'un pseudo-poète symboliste, Pierre Menard, qui commence par une bibliographie de ses écrits. Nous voici face à un exemple précoce de l'érudition imaginaire de Borges. Suite alors une description de l'œuvre la plus importante de Pierre Menard, la réécriture du Don Quichotte de Cervantes. Je cite, « Il ne voulait pas composer un autre Quichotte, ce qui est facile, mais le Quichotte. Inutile d'ajouter qu'il n'envisagea jamais une transcription mécanique de l'original. Il ne se proposait pas de le copier. Son admirable ambition était de reproduire quelques pages qui coïncideraient, mot à mot et ligne à ligne, avec celles de Miguel de Cervantes. » Fin de citation. Pierre Menard consacra la plus grande partie de son existence à cet effort. Pour quel résultat? Voici la réponse de Borges. Je cite, « Comparer les Don Quichotte de Menard à celui de Cervantes est une révélation. Celui-ci, par exemple, écrivit Don Quichotte, première partie, chapitre 9, citation dans la citation, « La vérité dont la mer est l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » Rédigé au XVIIe siècle, observe Borges, cette énumération est un pur éloge rhétorique de l'histoire. Il continue. Menard écrit en revanche, citation dans la citation, « La vérité dont la mer et l'histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. » L'histoire, mère de la vérité, l'idée est stupéfiante. Ménard, contemporain de William James, ne définit pas l'histoire comme une recherche de la réalité, mais comme son origine. La vérité historique, pour lui, n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que nous pensons qui s'est passé. Les clausules finales, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir, sont délibérément pragmatiques. Fin de citation. Le récit de Borges date de 1939. Lu à plus de 70 années de distance, les fragments du Don Quichotte de Pierre Menard, commentés par Borges, semblent nous offrir une anticipation prophétique des théories postmodernes. L'histoire n'a aucun rapport avec la réalité, mais la crée, et il est par là même impossible de la distinguer de la fiction. La lecture anachronique de Don Quichotte proposée par Pierre Menard reproduit en abîme le sens du récit de Borges. Les textes originaux n'existent pas parce qu'ils ne cessent d'être réécrits littéralement ou bien métaphoriquement par leur lecteur. Une lecture esthétique du conte, a écrit Roger Chartier, peut s'attacher à y reconnaître la poétique de Borges, qui définit toute écriture comme réécriture. Dans une forme extrême, absurde et plaisante, est énoncée une esthétique de la création comme répétition. Fin de la citation. C'est là une hypothèse interprétative très plausible. Mais la conclusion du récit prend d'une toute autre direction. Je cite, « Menard, peut-être sans le vouloir, enrichit l'art figé et rudimentaire de la lecture par une technique nouvelle, la technique de l'anachronisme délibéré et des attributions erronées. » Fin de citation.
Qui prendrait à la lettre cette parabole sur la lecture perdrait l'ironie dont elle est tout entière empreinte. Après avoir cité les deux passages identiques, extraits l'un du Don Quichotte de Ménard et l'autre de celui de Cervantes, Borges écrit, et je cite, « Le contraste entre les deux styles est également vif. Le style archaïsant de Ménard, tout conte fait étranger, pêche par quelque affectation. Il n'en est pas de même pour son précurseur, qui manie avec aisance l'espagnol courant de son époque. » Fin de citation. À travers la voix de Pierre Ménard, nous pouvons entendre la voix de Cervantes. Nos questions, qui ne peuvent manquer d'être anachroniques, ne suppriment pas les réponses qui nous viennent du passé, pour peu que nous parvenions à les saisir. La duplication, engendrée par la distance historique, implique les passés, tout comme la duplicité implique le vrai. Merci. Merci beaucoup, Carlo. Comme les fois précédentes, nous pouvons commencer une discussion et ensuite avoir les interventions des auditeurs, des collègues qui sont ici présents. Peut-être, je voudrais commencer en revenant sur, si tu le permets, le titre que tu avais donné à ces 4 conférences, La longue durée, virgule, à la loupe. La loupe a été assez peu présente, je crois même que le mot n'a pas été cité, et c'est peut-être un petit enjeu autour de la référence que tu as faite sur la technique microhistorique et la référence plus attendue, dans un sens, au microscope qui permet de grossir des phénomènes autrement peu visibles ou invisibles, et qui les grossit peut-être d'une manière différente d'une loupe, puisque la loupe va effacer l'environnement et va extraire de ce qui est grossi un motif particulier, mais qui n'est plus dans la continuité avec ce qui l'entoure. Alors, je ne sais pas s'il y en a quelques conséquences méthodologiques à tirer de cela, mais disons, pourquoi la loupe dans le titre et très peu de loupe, ou pas de loupe dans le texte. Ouais. Et alors, bon, deuxième élément plus important, parce que là, le mot a été prononcé, mais finalement, moins qu'on pouvait l'attendre, c'est-à-dire la longue durée, c'est un terme qui est revenu souvent, mais souvent en rapport avec le titre de l'article fameux de Braudel, qui s'appelle ainsi, et le modèle alternatif de longue durée que tu as proposé n'était pas nécessairement désigné comme tel, dans le cas, par exemple, de Marc Bloch. Alors, je me suis demandé si c'était tout le sens de l'exposé, la conférence d'aujourd'hui, c'est finalement réintroduire la longue durée, qui n'est pas, on l'a bien senti, et pour les lecteurs de tes livres, un terme extrêmement fréquent. Il l'est beaucoup moins que la tension entre morphologique et historique, entre typologique et coprésence. Si cette volonté ou ce désir d'introduire la longue durée n'était pas lié à une tentative pour résoudre ce qu'il pouvait y avoir de tensions très profondes, justement, entre ces deux approches, l'approche typologique ou morphologique, qui, à la limite, lorsqu'elle est prise dans une vision anthropologique, supprime la durée, puisqu'elle se réfère à une sorte d'identité de la nature humaine, et d'autre part, l'approche historique qui est celle des transmissions, des hybridations, des appropriations. Et ce que tu disais qu'aujourd'hui m'a rappelé ce passage dans Storia Notturna, traduit comme le sabbat des sorcières. Tu écrivais « Il y a bien longtemps, je m'étais proposé de démontrer de manière expérimentale, d'un point de vue historique, l'inexistence de la nature humaine. Je me suis trouvé 25 ans plus tard soutenir une thèse exactement inverse. » Et le moment clé, me semble-t-il, aujourd'hui dans la conférence, c'est lorsque tu, revenant sur ce livre-là, tu as dit finalement ce que j'ai tenté de faire, c'était de traduire dans une perspective historique des données qui avaient été recueillies dans une perspective morphologique. Et
est-ce que réintroduire une définition possible ou un usage possible de la longue durée n'est pas une manière peut-être de répondre ou d'éviter cette oscillation entre cette nature humaine critiquée et cette nature humaine faisant retour, et même dans la perspective morphologique, de réintroduire quelque chose d'une durée qui n'est pas celle nécessairement de l'observation microhistorique, qui n'est pas celle des phénomènes qui peuvent révéler ou dévoiler des phénomènes qui leur sont évidemment et éminemment plus vastes qu'eux-mêmes, mais néanmoins d'avoir une sorte de garde-fou contre cette obligation, cette tentation, peut-être ce vertige qui serait celui de ce retour à l'idée de nature humaine. Alors, pour revenir sur le titre, longue durée présente, mais pourquoi? Et finalement, pourquoi la loupe alors que finalement tu ne nous as pas permis de l'utiliser? Oui, et tout d'abord, merci. Encore une fois, disons, la lecture de Roger Chartier est disons, vraiment éclairante. Et je dois dire immédiatement que j'en profite moi-même. Et je pense que tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que cette idée de longue durée ici est un peu, disons, un pont, crée une connexion entre les deux perspectives. Si vous voulez, derrière l'idée d'histoire en tant qu'expérimentation, il y a l'idée de changer, disons, les points d'approche. Alors on commence par opposer, ensuite on crée de connexions et on peut répartir à nouveau, etc. Je crois que, disons, ce mot loupe que j'avais lancé dans les titres était un peu lié à ça. C'est-à-dire que, disons, j'ai pensé qu'il y avait un modèle qu'on aurait pu opposer à celui de Braudel, et j'ai pensé tout de suite, en fait, au même temps, au squelette. Alors, il n'y a pas doute qu'ici, on se place dans une perspective de longue durée, de très longue durée. C'est quelque chose qui se rattache aussi, comme tu as dit, à la nature humaine, même si on peut dire que le squelette est, disons, se rattache à un temps encore plus large, parce que, au fond, c'est quelque chose que l'animal humain partage avec d'autres vertébrés, etc. Alors, l'idée qu'il y a là un défi, au fond, oui, je pense que, disons, dans ma façon de travailler, il y a ça. Il y a, disons, les avocats du diable métaphoriques, il y a moi-même en tant qu'avocat du diable, il y a l'idée que si quelque chose paraît à peu près impossible, alors il faut essayer de se poser la question. Alors, oui, il y a eu au début ça. Le fait que la loupe implique un close-up où le contexte est absent, à mon avis, fait partie de ce côté artificiel que j'ai souligné et qui est au centre de cet essai qui va paraître dans quelques jours peut-être. Oui, mais de toute façon, on peut répondre. Dans un autre aspect qui m'a paru et qu'on avait commencé à discuter la fois dernière, c'était que, revenant à cette question longue durée ou invariant, peu importe dans ce cas-là, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui permettent d'établir des homologies dans la quête historique ou anthropologique d'une comparaison, comme tu l'as dessiné, puisque là, effectivement, la question de ces homologies, elle était résolue dans Storia Notturna, dans le sabbat des sorcières, à partir d'une identification, et quelque chose en a passé dans la conférence d'aujourd'hui avec la référence au boiteux, elle était établie dans une perspective clairement, strictement anthropologique, et comme tu le rappelais dans ce livre, mais c'est quelque chose que tu n'as plus mobilisé tellement ensuite, c'est-à-dire en référence avec des modes de classification des espèces naturelles, animales par exemple, qui reposaient sur l'identité
la reconnaissance de l'identité de traits homologues et qui n'étaient pas nécessairement les traits rendus visibles par l'aspect extérieur, mais qui étaient des traits reconnus comme communs par l'analyse scientifique. Et c'était le moment de la référence à la cladistique. Mais aujourd'hui, si, comme tu l'as démontré, que ces traits homologiques sont nécessairement réinterprétés, c'était l'exemple du squelette dans les sociétés pré-coloniales espagnoles et réinterprété ou donnant sens différent à l'imposition du modèle chrétien, à quelles conditions est-ce qu'on peut être sûr qu'il s'agit réellement d'une homologie? Quels sont les critères qui permettent de définir cette homologie ou inversement, quels sont les éléments du contexte qui permettent de percevoir une réappropriation, une réinterprétation? Je veux dire par là qu'il y a une sorte de tension qui était très, très sensible dans Storia Notola, qui est très sensible dans une référence qui n'est pas apparue dans les conférences, mais parce qu'elle va de soi, c'est-à-dire la tension entre morphologie et histoire dans l'œuvre de Warburg, et où, effectivement, le même défi est lancé, c'est-à-dire à quelles conditions peut-on reconnaître une identité des formes. Oui. Alors, on pourrait dire que les deux cas que je présentais sont des cas extrêmes, dans le sens que, à mon avis, personne ne peut nier que lorsqu'il y a deux représentations de squelettes humains, il s'agit en fait de squelettes. Alors, disons, c'est quelque chose qui est même plus élémentaire par rapport, disons, à la claudication. Oui. Alors, c'est le côté auto-évident qui m'a fasciné. Parce que là, on pourrait dire, comme j'ai dit, oui, mais alors, ce n'est pas intéressant. Ah non, par contre. Alors, l'idée du cas extrême qui nous aide à retrouver des choses qui ne sont pas extrêmes, mais plus ou moins normales. Je crois que j'ai évoqué cet oxymoron d'Edoardo Grandi, exceptionnel et normal. Exceptionnel, normal, même si je l'ai refaçonné à ma façon. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement, disons, comme dans le cas de Grandi, quelque chose qui est, disons, exceptionnel du point de vue du document, mais qui nous permet de saisir des attitudes ou des comportements répandus. C'est autre chose, mais c'est une façon de refaçonner ça. Alors, on part du squelette et on trouve quoi? Alors, j'ai l'impression que à ce moment-là, l'idée du contexte qui refaçonne l'identique ou presque joue son rôle. Et alors, dans ma dernière leçon, j'ai essayé d'utiliser, disons, ces cultes, comme les cultes de San Pasqualito, où évidemment, les San Pasqualito, c'est pas, disons, c'est un compromis polémique entre un saint chrétien et quelque chose qui préexiste et qui n'est pas chrétien et qui est même disons, agressif à l'égard de la chrétienté. Il y a ces mots que j'ai cités la dernière fois, cette prière qui dit Jésus-Christ, tu qui as vaincu la mort et qui a été vaincu sur la croix. Il y a ce renversement du mot de Saint Paul, un mot, disons, et il y a une déclaration d'un prêtre qui dit, à mon avis, avec raison, c'est une déclaration très agressive à l'égard de la foi chrétienne. Mort, où est ta victoire? Elle a vaincu. Alors, ce renversement est, à mon avis, lié au contexte. Il y a quelque chose dans la grammaire du contexte qui permet ce renversement polémique. Et alors, la Santissima Muerte, c'est lié à ça. Évidemment, ça, c'est seulement un début. C'est-à-dire que là, la loupe peut revendiquer son rôle. C'est-à-dire que j'ai commencé
brosser et esquisser des traits de façon peut-être un peu sommaire, mais ensuite on peut essayer d'aller dans les détails. Alors, dernière observation, et puis ensuite nous pouvons passer à une discussion beaucoup plus large. C'est sur le moment où, justement, dans la fin de la conférence, tu évoques cette question de la réinterprétation, de la réélaboration de l'imposition chrétienne en rapport avec les croyances préalables. Oui. Tu as fait une double série, tu as dit l'opposition entre forme et contenu, et l'opposition entre texte et contexte. Et est-ce qu'il n'y a pas peut-être un risque, justement, de créer cette dichotomie, puisque toute la conférence était fondée sur l'idée du double et du dédoublement? Est-ce que, dans ce cas-là, on peut tenir aujourd'hui l'idée qu'il y a une séparation aussi claire, aussi nette, aussi immédiate et évidente entre forme et contenu, si on admet que les formes affectent le sens, et donc, du coup, participent du contenu? Et si on met en question la césure entre texte et contexte comme donnée immédiate. Mais les deux oppositions ne sont pas synonymes. C'est-à-dire qu'évidemment, on se place à deux niveaux différents. Alors, forme et contenu. Alors, forme, ça peut être quelque chose de vide, tandis que texte et contexte, on peut l'utiliser soit d'une façon littérale, soit métaphorique. Mais évidemment, il s'agit de deux oppositions qui ne sont pas identiques, à mon avis. Je ne vois pas les dangers. Elles sont arrivées l'une après l'autre, immédiatement, dans ton propos. Ah, peut-être ok. J'aurais dû souligner la différence. Oui, non, je vois bien. Mais une fois la différence soulignée, comment est-ce qu'on peut les construire, l'une et l'autre? Alors, ce que j'ai essayé de proposer, c'est que cette opposition entre forme et contenu se peut rattacher soit, disons, au domaine de l'art, par exemple, soit au domaine des hypothèses scientifiques. Alors, ce n'est pas évident, mais à mon avis, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a justement des hypothèses qui continuent, ce sont des formes vides qu'on peut remplir des contenus différents. Et alors là, je me rappelle que dans une discussion, peut-être c'était la dernière, j'ai évoqué justement le nom d'Abi Warburg. Et j'ai dit, oui, c'est comme le cas de pathos formel. En fait, moi-même, dans un essai, j'ai utilisé la notion de logos formel, qui va justement dans cette direction. C'est-à-dire qu'il y a de formes qui sont des formes de pensée qui, disons, ont survécu la destinée de leur contenu. Et à mon avis, tout ça se place dans la perspective de Warburg, même s'il n'a jamais utilisé cette notion de logos formel. Mais oui, à mon avis, c'est dans la direction de sa pensée. Texte et contexte, oui, j'étais peut-être un peu hâtif. J'aurais dû dire que, disons, il y a cette distinction entre texte et contexte du point de vue littéral et du point de vue métaphorique. Lorsqu'on entre dans la métaphore, on trouve n'importe quoi, on pourrait dire. Mais j'aurais dû souligner la différence. Encore une fois, tu as raison. Mais Borges. Ah, Borges. Ah. Là, je t'attends. Non, j'étais surpris que tu m'aies fait surgir Pierre Ménard à la fin de cet exposé. D'abord pour dire que tu étais d'accord avec une certaine interprétation autour de l'idée de la poétique, de la répétition, de la réécriture, qu'on pourrait analyser dans tous les registres de l'œuvre de Borges, depuis la phrase jusqu'à l'œuvre. Et la question de l'ironie dans l'anachronisme délibéré, oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, comme Mangel le rappelle, lorsqu'il faisait des lectures à Borges, Borges s'amusait avec cette idée de faire une lecture anachronique. Par exemple, la première phrase du Quichotte, ce lieu de Lugar de la Mancha duquel je ne veux pas me souvenir. Et alors dit Mangel, Borges dit, mais pourquoi il ne veut pas se souvenir de ce lieu de la Manche? Il y a quelque chose de louche ici. Et il commençait une interprétation du Quichotte sur un mode d'une intrigue policière. Donc c'est un jeu qui peut être
qui peut être plaisant, donc avec une charge forte d'ironie, mais qui en même temps, je ne sais pas comment tu voulais conclure avec cette question de l'anachronisme délibéré, les attributions erronées. À un moment donné, c'est l'attribution à Céline d'un texte spirituel du XVe siècle, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on peut s'en servir comme d'une ouverture possible méthodologique, comme certains ont pu le faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on change l'attribution d'un texte, ou qu'est-ce qui se passe si on crée un anachronisme sur une catégorie de genre imposée de l'extérieur, non pas comme un contresens, mais comme une possibilité de compréhension? Peut-être, mais quelle était alors, je vais clarifier, disons, ma conclusion. C'est-à-dire que je pense que là, il y a deux niveaux dans le conte de Borges. Et la position de Borges n'est pas identique à celle de Pierre Menard. Non. Il y a une distanciation. Alors, dans ce sens, la mise en abîme est trompeuse. Parce que la lecture du conte en tant que, disons, manifeste sceptique, etc., à mon avis, va contre le cadre, la perspective métalinguistique utilisée par Borges, où il dit, et justement, alors il y a ce passage anachronique où il y a les doubles, mais disons, Cervantes utilise le langage de son époque d'une façon beaucoup plus efficace, ce qui, dans un contexte différent, serait un truisme stupide, mais dans ce contexte est très ironique. Et à mon avis, tous ceux qui ont lu, je ne parle pas de toi, mais tous ceux qui ont lu, disons, ce texte d'une façon anachronique comme un manifeste pour le scepticisme, n'ont pas seulement commis un anachronique, ce qui n'est pas important ici, mais ils ont lu les textes contre l'ironie de Borges. Il s'agit, à mon avis, d'une lecture naïve. C'est-à-dire que si on regarde les rapports entre les cadres et ce qu'il y a dans les cadres, on voit que, au fond, disons, à la conclusion, il y a cette phrase tout à fait ironique, c'est-à-dire que Cervantes a vécu au XVIIe siècle et Pierre Menard était un contemporain, etc., etc. C'est-à-dire que, disons, c'est un peu un effet Magritte. Oui. Souvent, c'est-à-dire l'idée que dans les tableaux peints, il y a quelque chose qui se rattache à la peinture, mais à un niveau métalinguistique. Je crois qu'une comparaison entre les deux, ce ne serait pas absurde. Oui, un mot final, donc je suis tout à fait d'accord, malheureusement pour la discussion ou la polémique, et je n'ai jamais été en faveur de la machine de guerre sceptique. Et donc, du coup, effectivement, je pense que dans le texte, comme tu viens de le suggérer, il y a à la fois des éléments qui peuvent être apportés à Borges, par exemple cette idée d'une esthétique ou d'une poétique de la réécriture, et des éléments qui, Borges n'est pas Ménard, ou n'est pas l'ami qui écrit ce catalogue des œuvres de Ménard en réponse à un catalogue mauvais qui a été fait de ses œuvres, et comme le dit le texte, et comme le dit l'ami, dans un journal qui est lu par les protestants, les francs-maçons et les circoncis. Donc il y a un jeu extrêmement complexe. Pourquoi Borges a choisi Nîmes 1939 ? Pourquoi Pierre Menard et les amis de Pierre Menard clairement participent d'une idéologie maurassienne? C'est un de ces jeux dans lesquels il n'y a pas une conclusion rationnelle qu'on pourrait donner ou immédiate. Et je pense que le deuxième aspect, en particulier sur la même citation prise dans deux contextes, est beaucoup plus une manière de montrer ce que serait une esthétique de la réception. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement une prise de position de Borges sur le scepticisme qui est dans la deuxième lecture dans le texte de Ménard, qui est le même que celui de Cervantes, mais c'est plutôt comme dans d'autres des fables ou des fictions, le démontage de tous les éléments qui font que des significations sont attribuées à des textes. Par exemple, le masque et le miroir est l'espejo y la máscara est un modèle pour cela. Et il y a quelque chose de cela
dans le Pierre Ménard, c'est-à-dire un démontage de pourquoi le même texte peut être investi de significations différentes, et là, en le liant à la discordance des temps. Donc je pense que oui, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord.